Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Hier soir, les sénateurs ont examiné et adopté en nouvelle lecture le projet de loi de dialogue social, texte porté par le ministre François Rebsamen. Hier, le Sénat de droite, comme il l'avait fait lors de la première lecture, a adopté de très nombreuses modifications à ce texte. Pour citer les deux principales, les sénateurs ont d'abord supprimé les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. En effet, ces commissions permettrait aux représentants des très petites entreprises d'avoir un pouvoir de médiation, ce qui fait bondir le patronat, que cela soit le MEDEF, les CGPME ou bien encore l'UPA, l'Union des artisans. Également, les sénateurs ont retiré l'article reconnaissant le burn-out comme une maladie professionnelle. Ce sont des modifications, je vous l'ai dit, qui avaient déjà eu lieu en première lecture et c'est un baroud d'honneur pour le Sénat. En effet, lorsque le texte va revenir à l'Assemblée nationale, les députés devraient rétablir le texte dans la version du gouvernement. Tout de suite donc, retour à l'hémicycle hier soir. Je suis saisi d'un amendement numéro 18 présenté par M. Vatrin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre amendement a pour objectif d'une part de revenir sur la suppression par la Commission des affaires sociales des commissions paritaires pour les salariés interprofessionnels pour les entreprises, les salariés et les entreprises de moins de 11 salariés, et d'autre part d'instaurer une représentation au niveau de l'échelon départemental. En instaurant une représentation des salariés et des entreprises de moins de 11 salariés, les commissions paritaires interprofessionnelles permettent d'assurer une représentation jusqu'alors inexistante. Il s'agit donc d'une avancée, même si nous avions souligné en première lecture les limites de cette commission en termes de mission, d'accès dans les entreprises, par exemple. En première lecture, de nombreux élus de la majorité sénatoriale étaient intervenus pour expliquer que dans ces entreprises, les salariés n'avaient pas besoin de représentants puisqu'ils bénéficient d'un échange direct, selon eux, avec leur patron. Cette proximité des employeurs dans les entreprises de moins de 11 salariés permettait, soi-disant, une écoute et un dialogue qui justifiaient l'absence de représentants du personnel. La démonstration que cet argument est totalement erroné, c'est que la majorité des contentieux des prud'hommes proviennent justement des entreprises de moins de 11 salariés. Au contraire, la pression sur les salariés y est bien souvent plus forte en raison de cette proximité, d'absence d'instances représentatives du personnel. Et pour ces raisons, nous considérons nécessaire de rétablir le texte initial afin que ces salariés bénéficient précisément d'une instance de représentation, tout en y ajoutant la dimension géographique départementale dont l'échelon nous paraît plus opportun que la dimension régionale. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il serait très difficile pour les représentants élus des salariés au nombre de 10 dans chacune des 13 grandes régions de répondre aux sollicitations de 4,6 millions de salariés et même d'assurer convenablement leur mission. Notre amendement vise donc à s'opposer à la suppression brutale par la majorité sénatoriale de ces commissions, mais aussi à en améliorer un tant soit peu le fonctionnement. Mon cher collègue, avis de la commission. L'avis de la commission est défavorable parce que non seulement il veut rétablir cet article 1, mais surtout il ne rétablit même pas le texte de l'Assemblée nationale et du gouvernement puisqu'il veut créer des commissions départementales à la place des commissions régionales. Donc on est dans une nouvelle rédaction de cet article. Avis défavorable. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, même si je regrette, je voudrais le dire, sénateur Vatrin, la suppression de l'article 1er en commission, pour autant, mais vous l'aviez déjà proposé en première lecture, moi je ne suis pas favorable a priori à descendre au niveau départemental dans la loi, par la loi. Si ensuite, une fois les commissions régionales installées par voie conventionnelle, les partenaires sociaux décidaient de le faire au niveau départemental, ça relèverait d'eux. Mais là, je ne peux donner un avis favorable à cet amendement et je me tiens à la rédaction parce que le gouvernement tient au niveau régional. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur Desessarts.
Oui, merci Monsieur le Président. D'abord pour dire que je soutiendrai, enfin les écologistes soutiendront l'amendement déposé par Monsieur Vatrin. Il semble regarder la taille des régions et donc le fait qu'il y ait des commissions plus près des salariés, cela paraît de bon sens. Donc je vais voter. Et par ailleurs, je voudrais dire à mon collègue libéral ici Londres, notre collègue qui connaît bien le Royaume-Uni, que vous faites une erreur si vous pensez qu'en Allemagne et en Autriche, l'État n'intervient pas dans le dialogue social. Par exemple, j'aurais aimé d'ailleurs, Monsieur le Ministre, qu'on fasse quelque chose sur ce point, que les discussions paritaires entre syndicats salariés et syndicats patronaux ne se tiennent plus au siège du MEDEF, mais se tiennent, par exemple, au ministère du Travail, comme ça se fait justement en Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est le MEDEF qui réunit certains syndicats, il fait des interruptions de séance, il négocie avec quelques syndicats, il ne reconnaît pas les autres, c'est une mascarade parfois. Donc il serait quand même bien que justement le dialogue social, y compris directement entre le syndicat patronal et les syndicats de salariés, se fasse de façon organisée, comme ici, par exemple, au Parlement, où il y a un temps de parole, quel que soit effectivement le groupe politique. Chacun est respecté. Les gens ne sont pas d'accord, mais au moins, ils ont une expression qui est organisée. Alors que ce n'est pas toujours le cas dans le dialogue social, aujourd'hui, entre le syndicat patronal et les syndicats de salariés. Et ça serait bien que l'État soit le garant, justement, de principes, de méthodes, dans le dialogue social entre syndicats patronal et syndicats salariés. Merci, mon cher collègue. Je mets aux voix l'amendement numéro 18 présenté par M. Vatrin. Monsieur Cadic, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas éterniser le débat, mais quand même, puisque j'ai cette adresse, il faut quand même que je puisse y répondre. Bien évidemment, en Allemagne, on n'a pas une approche où l'État commence à préempter le dialogue social, comme on le voit dans le compte personnel d'activité, où c'est la loi qui définit, et puis après, les partenaires sociaux vont en discuter. Donc non, bien évidemment, effectivement, la France, c'est pas l'Allemagne dans ce domaine en termes de dialogue social. C'est un modèle. Ce que j'ai dit, c'est pas le nôtre, le modèle allemand, mais c'est un modèle à nous d'étudier si effectivement il nous correspond, pour le futur, il devrait nous correspondre, mais en tout état de cause, effectivement, c'est revoir la position de l'État, et je crois que passer par la loi en permanence, c'est pas la bonne méthode. Merci. Merci, mon cher collègue. Je mets aux voix l'amendement numéro 18 présenté par M. Vatrin, qui est pour, qui est contre, abstention, il n'est pas adopté. L'article 1er bis est supprimé. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il est adopté. Je mets aux voix l'article 5, même vote. L'article 5 bis, l'article 7, l'article 7 bis, l'article 7 ter. Pas d'observation, ils sont adoptés. Pardon? Vous voulez la parole sur quel article, M. Vatrin? J'ai voté, bien sûr, contre l'article 1er, contre l'article 1 bis, contre l'article 4, contre l'article 5. Par contre, la désignation des conseillers prud'hommes en liste égalité hommes-femmes, je suis pour. C'est le même vote? J'ai pas le même vote sur le 5 bis. D'accord, alors je reprends. Article 4, oui. Qui est pour? Qui est contre? 4. Très bien. Abstention. Il est adopté. Article 5. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. Article 5 bis. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. L'article 7. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Article 7 bis. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il est adopté. Article 7 ter. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il est adopté. Ça ne change rien puisque les voix sont comptées globalement. Donc, voilà. Mais il en sera tenu le plus grand compte, messieurs des Essarts. Bien, article 8A, je suis saisi d'un amendement numéro 19 présenté par M. Vatrin.
Oui, la Commission des affaires sociales a ajouté cet article qui vise à mettre en place à titre expérimental, pour une durée de 5 ans, un mécanisme de lissage pour 3 ans des obligations nouvelles en matière de représentation du personnel liées au franchissement des seuils de 11 et 50 salariés. Nous avons, je dois dire, un profond désaccord sur la question des seuils avec nos collègues de la majorité qui ne constituent pas, car ces seuils ne constituent pas, selon nous, un frein à l'emploi. La mise en place de délégués du personnel ou un comité d'entreprise ne sont pas des contraintes de nature à justifier des freins au recrutement. Il y a plutôt à rechercher du côté des employeurs qui ne veulent pas avoir une organisation de salariés pour défendre leurs droits au sein des entreprises, qui se vantent même, je dois le dire, parfois, de contourner la loi en créant plusieurs entreprises, qui posent un problème civique. En tout état de cause, la proposition de lissage des seuils aura une conséquence certaine, la réduction des droits des salariés à être représentés et défendus au sein des entreprises. Donc plus de délégués du personnel à partir de 11 salariés, plus de CHCT ni de CE à partir de 50. Ce faisant, vous envoyez un signal extrêmement négatif aux salariés. Les salariés peuvent d'ailleurs légitimement s'inquiéter d'une éventuelle étape suivante. Je rappelle qu'une étude de l'INSEE de 2011 bat en brèche l'effet des seuils sociaux sur l'emploi. Selon cette étude officielle, il faut même chercher ailleurs l'explication, par exemple, du différentiel de taille des entreprises entre la France et l'Allemagne. Donc, pour toutes ces raisons, le groupe CRC n'accepte pas de ces pseudo-justifications à des atteintes qui sont pourtant, là, par contre, bien réelles aux droits des salariés. Nous demandons, en conséquence, la suppression de cet article. Avis de la commission. Avis défavorable à cet amendement. Le lissage, nous l'avons rétabli, nous l'avions voté au Sénat, nous avons rétabli le lissage dans le texte de la Commission. Je suis intimement persuadée que c'est ce vers quoi, même si ce n'est pas ce texte qui l'instaurera, nous irons et nous irons sans doute dans peu de temps. C'était à titre expérimental et effectivement de mesurer les effets du lissage dans le temps faciliterait les choses, ou peut-être on pourrait avoir un avis sur la réalité et non pas théorique sur les incidences ou non. Je suis défavorable et moi je crois, comme nous l'avons voté au Sénat, que l'expérimentation des lissages des seuils aurait été une bonne chose. Avis du gouvernement. Oui, je suis favorable à cet amendement. Si je suis favorable à cet amendement, je ne partage pas forcément toutes les orientations qu'il y a derrière, mais l'inscription d'un lissage des seuils qui correspond à un gel des seuils en la matière de représentation des personnels ne me semble pas approprié. Moi, je me suis longtemps interrogé sur ce sujet et je me suis aperçu que les contraintes environnementales, fiscales, constituent bien souvent des freins beaucoup plus importants que la représentation même des personnels dans le cadre du passage des seuils. Et donc, nous avons retenu plutôt une approche qui consiste tout simplement à rechercher des solutions efficaces, comme la délégation unique du personnel, pour les entreprises qui franchissent le seuil de 50. Et donc, rien que pour cela, je ne peux qu'être favorable à l'amendement qui a été déposé, même si j'en partage pas, je le sais, mais ce n'était pas l'objet, forcément, les conclusions. La parole est à M. Desessard pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, pour dire que les écologistes voteront l'amendement déposé par notre collègue Monsieur Vatrin, et je voudrais dire que cette idée que plus on simplifie, moins on donne de droits aux salariés, plus l'entreprise est compétitive, cette idée est fausse. Quel est aujourd'hui le secteur où il y a création d'emplois? Eh bien, c'est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est là qu'il y a création d'emplois. C'est là qu'il y a une augmentation, justement, du chiffre d'affaires cumulé. C'est là qu'il y a le moins d'entreprises qui déposent le bilan. Et pourtant, dans l'économie sociale et solidaire, un salarié non seulement a des droits, mais il participe à la décision, puisque c'est une personne, une voix. Donc on voit très bien que lorsqu'on associe les salariés, l'entreprise peut être compétitive. Et cette idée que plus on asservit les salariés,
moins l'entreprise est compétitive, est une idée fausse. Et donc, pour cela, je défendrai et je voterai l'amendement déposé par M. Vatrin. Merci, mon cher collègue. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission sur l'amendement numéro 19. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 232 sur l'amendement numéro 19. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 343, pour l'adoption 155, contre 188. Le Sénat n'a pas adopté. Je mets maintenant aux voix l'article 8A, qui est pour, qui est contre, abstention, il est adopté. Nous en arrivons à l'article 8. Je suis saisi d'un amendement numéro 20 présenté par Monsieur Vatrin. Oui, notre amendement vise à demander la suppression de cet article qui comporte, selon nous, de profonds reculs pour les droits des salariés, en élargissant la délégation unique du personnel aux entreprises jusqu'à 300 salariés, actuellement réservée aux seules entreprises de moins de 200. Vous étendez le regroupement des délégués du personnel et des comités d'entreprise. Cette nouvelle version de la DUP permettra de regrouper d'ailleurs en son sein les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. La DUP, qui était jusqu'à présent une simple fusion des mandats, deviendra un regroupement des instances qui emportera comme conséquence la réduction du nombre de représentants des salariés, mais aussi du nombre de réunions. Il est pourtant évident que pour évoquer les questions communes aux trois instances que sont les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, une réunion mensuelle s'imposerait. D'autre part, un seul avis sera demandé si une question concerne plusieurs instances. Et puisque sur un thème touchant à la fois le CE et le CHSCT, une expertise commune pourra être demandée, les syndicats, les experts en prévention des risques, expriment la crainte que l'expertise se ressente sur des questions étroitement économiques au détriment de celles concernant la santé au travail. En réalité, vous le savez tous, la jurisprudence a beaucoup évolué au bénéfice des salariés. L'objectif est bien ici de briser cet élan, bénéfice d'exigences du MEDEF. Nous continuons de penser que cet article 8 est dangereux pour les droits de représentation des salariés. Nous demandons en conséquence sa suppression. Mais, avis de la commission. Avis défavorable. La DUP est est une avancée, je dirais presque une des rares grandes avancées de ce texte. On ne va pas la supprimer. Avis du gouvernement. Avis défavorable, Monsieur le Président. Je mets aux voix l'amendement numéro 20 présenté par Monsieur Vatrin. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Je suis saisi d'un amendement numéro 7 présenté par Monsieur Lemoine. Merci Monsieur le Président. J'aurai une présentation inversement qui sera beaucoup plus courte que la liste des co-signataires. Et donc cet amendement vise en fait à vitaminer ce texte de loi, à lui donner l'audace dont le Président de la République s'est réclamé lors de son allocation du 14 juillet et faire en sorte que l'article 8 s'applique non seulement aux entreprises mais également aux établissements et que les DUP puissent être mises en place à ce niveau-là de l'entreprise. Avis de la commission. La commission a émis un avis de sagesse. Cet amendement a été voté, mais il est prévu que lorsqu'un employeur met en place une DUP au niveau de l'entreprise, chacun des établissements distincts en est également doté. Alors, peut-être que dans votre amendement, vous faites référence à quelques situations exceptionnelles dont je n'ai pas connaissance. C'est pour ça que j'ai émis un avis de sagesse, mais pour ma part, il est en partie satisfait. Avis du gouvernement. Pour montrer au sénateur Lemoine que je ne souhaite pas être dans une espèce de flatterie à son endroit, je suis défavorable parce que cela est déjà résolu. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix l'amendement numéro 7 présenté par Monsieur Lemoine. Il est retiré? Il est retiré. Amendement numéro 8 présenté par Monsieur Lemoine.
Oui, alors, on est bien... Attends, c'est les US. Oui, c'est ça. Alors, cet amendement, effectivement, je l'avais présenté en première lecture. On n'a pas vocation à tout rediscuter, naturellement, on est en nouvelle lecture. Mais il s'agit là des unités économiques et sociales. L'objet de l'amendement, en fait, c'est de permettre justement aux entreprises qui appartiennent à une UES de pouvoir mettre en place la délégation unique du personnel. Pour l'instant, effectivement, une circulaire de 1994 empêche cela. Et Monsieur le ministre, dans la première lecture, me signalait que ça concernait les entreprises de plus de 300 et qu'elles pouvaient mettre en place du coup l'institution ad hoc prévue par l'article 9. Mais il existe des US qui peuvent avoir entre 50 et 300 salariés, qui ont donc un CE commun. Et donc, je pense que pour... il y a, comme on pourrait dire, une sorte de trou dans la raquette entre 50 et 300, et qu'il pourrait être bien de permettre cette faculté pour les entreprises appartenant à des unités économiques et sociales, dont on sait que la spécificité, c'est d'avoir cette instance commune dès lors qu'elles ont un certain nombre d'activités communes. Voilà. Avis de la commission. Écoutez, la commission s'étonne un petit peu du dépôt de cet amendement, puisqu'il avait été retiré la dernière fois en séance. S'il a été retiré en séance, c'est qu'effectivement, vous aviez estimé qu'il n'était pas vraiment nécessaire. Donc, je demande le retrait ou avis défavorable. Avis du gouvernement. Même position, Monsieur le Président. Monsieur Lemoine est retiré. Merci. Nous en arrivons à l'amendement 36, toujours présenté par Monsieur Lemoine. Non, en fait, c'est que j'ai pas voulu vous embêter sur les boîtes mail ce week-end. Hein. Pardon, Monsieur le Président. Oui, alors, cet amendement, là aussi, l'idée, c'est de vitaminer le texte de loi. L'article 8, qui permet d'instaurer la DUP, prévoit que ça se fait à l'occasion de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise ou du CHSCT. Alors, le but de l'amendement, c'était d'ouvrir une possibilité supplémentaire, c'est-à-dire dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la loi. Nous avions eu le débat en première lecture, et si je l'ai redéposé, c'est parce que le ministre, dans sa réponse à l'époque, considérait que c'était trop strict, sous-entendant que c'était une rigidité. Or, je voulais insister sur le caractère totalement facultatif. Donc, c'est optionnel en plus. C'est en rien une obligation. Et par conséquent, il me semble que ça pourrait contribuer à donner un peu de souffle supplémentaire à cette mesure et à faire en sorte que les DUP soient mises en place assez rapidement pour celles et ceux qui le souhaitent, encore une fois. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose d'impératif, mais une possibilité qui est ouverte. Voilà, tel est l'objet de cet amendement. Avis de la commission. La commission a émis un avis de sagesse. Il avait été voté. Et effectivement, je me souviens du débat où on disait si la DUP c'est si bien, pourquoi attendre? Je continue à partager ce même sentiment. Si la DUP est bien, pourquoi attendre le renouvellement des instances? Mais je me souviens aussi des explications du ministre. Avis du gouvernement. Je vais reprendre rapidement les mêmes explications que celles que j'avais fournies. La rapporteure a dit l'essentiel, effectivement. Mais c'est bien la DUP élargie. Je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est que c'est une décision unilatérale de l'employeur. Donc, à partir de cet instant, mettre un délai, 6 mois, lui donne une possibilité de mettre fin dans les 6 mois à des mandats qui sont en cours. Et nous avons décidé que ça serait au premier renouvellement. Ça ne sûrement pas beaucoup plus de temps, mais ça sera au premier renouvellement d'une des 3 instances que la DUP élargie pourrait être mise en place. Et donc, je maintiens cette position, c'est celle que j'avais développée à l'époque. Elle est pas rigide, mais elle permet au moins à une des 3 instances, enfin aux représentants dans une des 3 instances, de terminer leur mandat. Et à partir de la fin de ce mandat, eh bien, la DUP élargie peut entrer en application. Donc, avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement numéro 36 présenté par Monsieur Lemoine. Sagesse de la commission, avis défavorable du gouvernement. Qui est pour?
Qui est contre? Abstention? Il n'est pas adopté. Je suis saisi d'un amendement numéro 21 présenté par Monsieur Vatrin. Oui, ça concerne les délais pour préparer les réunions. Nous déplorons que le gouvernement n'ait pas modifié cette mesure du texte. Nous continuons de penser que le délai de 8 jours pour l'envoi des convocations des réunions est bien trop court. Alors que, comme le prévoit le chapitre 3, il faut des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises, cette adaptation signifie des élus qui puissent avoir les moyens d'effectuer leur mission dans de bonnes conditions. Les réunions, je rappelle, aborderont désormais des thèmes très divers, puisque couvrant les missions des 3 instances formant la délégation unique du personnel. Cela imposera un temps de préparation d'autant plus important, et pour ces raisons, nous demandons d'aligner le délai de convocation de la délégation unique avec celui du CHSCT. Avis de la commission. Avis défavorable. À l'origine, le texte du gouvernement prévoyait 5 jours. L'Assemblée nationale l'a porté à 8 jours. Nous sommes d'accord avec ce délai. Pour une fois qu'on est d'accord, les 2 assemblées, je ne vais pas aller un peu plus loin sur un délai. Donc, avis défavorable. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Moi, je me félicite de cet accord avec l'Assemblée, donc avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement numéro 21 présenté par Monsieur Vatrin. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il n'est pas adopté. Amendement numéro 22 présenté par Monsieur Vatrin. Oui, un amendement qui a pour objet de s'assurer que les expertises menées en matière d'hygiène, de santé et de sécurité seront toujours à la charge de l'employeur et non financées sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise. En effet, dans le cadre de la délégation unique du personnel élargie au CHSCT, le projet de loi prévoit le recours à une expertise commune lorsque celle-ci porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT. Les modalités de cette expertise commune sont renvoyées dans le texte à un décret en Conseil d'État. Actuellement, le Code du travail prévoit une prise en charge par l'employeur des frais d'expertise demandés par le CHSCT, tandis que le comité d'entreprise peut réaliser des expertises sur son budget propre. Le budget du comité d'entreprise ne peut servir à financer des expertises en matière de santé et de sécurité, d'abord parce que son montant n'a pas été relevé, ensuite parce que cela relève de la seule responsabilité de l'employeur sur lequel pèse une obligation de santé et de sécurité. Il convient donc de rappeler, selon nous, dans la loi, que les expertises en matière de santé et de sécurité au travail seront toujours prises en charge financièrement par l'employeur. Merci, mon cher collègue. Avis de la commission. La commission va émettre un avis de retrait ou un avis défavorable puisque cet amendement avait déjà été présenté. Il est, à notre avis, satisfait puisque dans les règles de fonctionnement du CHSCT, les règles s'appliquent aussi à la DUP quand elle examine des sujets qui relèvent de la compétence. En conséquence, l'article L. 4614-13 du Code du travail, selon lequel les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, s'applique à la DUP. Je pense qu'avec les explications données qu'avait déjà donné le ministre la dernière fois, ceux qui étaient inquiets devraient pouvoir trouver dans le JO des éléments pour les rassurer. Donc je vous demande le retrait ou avis défavorable. Avis du gouvernement. Même avis, Monsieur le Président. Monsieur Vatrin. Je retire cet amendement, puisque maintenant nous avons des avis très experts qui sont exprimés, qui nous ont rassurés sur ce sujet de manière très explicite. Donc je retire l'amendement. Merci, mon cher collègue. L'amendement numéro 22 est retiré. Je mets aux voix l'article 8. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 9. Je suis saisi d'un amendement numéro 23 présenté par Monsieur Vatrin. Oui, cet article donne la possibilité de mettre en place un regroupement d'instances à géométrie variable. Ainsi, la DUP peut comprendre toutes les instances ou seulement certaines d'entre elles, selon ce que l'accord prévoit. Il y a un risque, selon nous, de créer une représentation du personnel à plusieurs facettes. Il est évident que là où l'employeur aura le rapport de force le plus important, il pourra mettre la pression sur les représentants du personnel pour le regroupement de toutes les instances. Ce regroupement donnera lieu
de fait à une nouvelle instance sui generis qui se substituera à elle. La structuration des IRP sera donc variable d'une entreprise à l'autre. Il s'agit d'un pas de plus vers la fusion des instances. Nous sommes opposés à ces évolutions qui vont dans l'encontre du progrès social pour les salariés au nom de la simplification. Tel est le sens de cet amendement. Avis de la commission. L'avis de la commission est défavorable puisque cet amendement veut supprimer cet article 9 qui prévoit le regroupement par accord majoritaire des IRP dans les entreprises d'au moins 300 salariés. C'est quand même un article qui donne un rôle important au dialogue social. C'est un pari envers la confiance et du dialogue entre les acteurs dans une entreprise et qui pourra peut-être permettre de surmonter parfois des oppositions de principe stériles et amener les uns et les autres à travailler ensemble. J'y suis donc défavorable et la commission y est défavorable. Avis du gouvernement. Je prends le soin de répondre et de redire ce que j'avais dit lors de la première lecture. Il s'agit bien de regrouper les institutions par accord majoritaire. Il ne s'agit pas de la DUP. Là, il s'agit d'un regroupement qui permet, par accord majoritaire, c'est-à-dire à plus de 50%, aux partenaires sociaux d'organiser comme ils l'entendent dans les entreprises de plus de 300 le dialogue social dans l'entreprise. C'est une confiance, une marque de confiance qui est faite envers les partenaires sociaux. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, comment imaginer que les partenaires sociaux, majoritairement, accepteraient de prendre eux-mêmes des dispositions qui nuisent au dialogue social. C'est assez incompréhensible. Donc avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 23. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Je suis saisi de deux amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 3 présenté par Monsieur Cadic. Merci, Monsieur le Cadic. Merci, Monsieur le Président. C'est la première fois. Donc, dans la mesure où il ne s'agit que d'une faculté conventionnelle, cet amendement propose de prévoir le regroupement des instances à partir du seuil de 50 salariés, seuil juridiquement plus pertinent car c'est celui à partir duquel peuvent être désignés des délégués syndicaux et donc négocier des accords collectifs. Pourquoi une entreprise de 150 salariés devrait-elle forcément choisir la DUP si elle est en capacité de négocier un regroupement d'instances? Il faut étendre la possibilité à toute entreprise en capacité de négocier la possibilité de regrouper les instances représentatives du personnel. Merci. Merci. Amendement identique numéro 9, c'est Monsieur Lemoine qui le présente. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je crois que le ministre a tout dit. Avec l'article 9, c'est une marque de confiance envers les partenaires sociaux. C'est un accord majoritaire. Donc à partir de là, moi je ne vois pas pourquoi il y aurait confiance au-delà de 300 et défiance au-delà de 50. Il y a une cohérence à ouvrir une possibilité. Là encore, hein, on est dans le à la carte. Hein. On est sur le sur-mesure. On n'est pas dans le fait d'imposer quoi que ce soit. Donc ouvrir cette possibilité supplémentaire à des plus de 50 qui, à ce stade, en termes de simplification, ne peuvent avoir recours qu'à la DUP, est peut-être un peu restrictif. Voilà, c'est pour ça que nous sommes très très nombreux à avoir co-signé cet amendement et à vouloir faire en sorte d'offrir une possibilité supplémentaire aux entreprises de plus de 50. Voilà, je vous remercie. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Alors, en première lecture, il y avait eu 3 amendements comparables, avec aussi un amendement du groupe Europe Écologie Les Verts. Le Sénat avait voté ces 3 amendements. J'avais proposé un avis de sagesse, mais la commission a émis un avis défavorable. Donc voilà, je pense effectivement que le regroupement des instances, à titre personnel, que le regroupement des instances, si on ne l'autorise pas, vous le savez bien que dans les faits, il se fait, puisqu'au cours des auditions, j'ai bien entendu que dans les petites entreprises, entre 50 et 150 salariés, il n'y a généralement pas les moyens d'avoir toutes les instances, et grosso modo, dans les faits, il y a une organisation d'une réunion commune pour toutes les instances. C'est tenir compte de la réalité des faits, donc je ne peux qu'émettre l'avis de la commission pour l'instant qui est défavorable. Avis du gouvernement.
L'avis du gouvernement est défavorable, Monsieur le Président. Moi, je me suis posé la question, je l'avais dit d'ailleurs, ça semblait effectivement une approche qui était raisonnable, mais finalement, on a organisé autrement le passage avec des seuils qui sont reconnus et qui entraînent des réponses différentes. J'ai dit tout à l'heure, pour les plus de 300, les entreprises de plus de 300, l'accord majoritaire, etc. Pourquoi 300 ? Parce que c'est à partir de 300, quand on regarde la réalité de la représentation syndicale, qu'il y a des organisations syndicales représentatives dans l'ensemble, une large majorité d'entreprises, plus de 90% des entreprises, mais pas dans les entreprises de moins de 300. Donc c'était une question légitime. Et finalement, nous l'avons tranché par l'ADUP élargie entre 50 et 300 et l'accord majoritaire au-dessus de 300. Je ne vais pas changer l'équilibre à cet instant, même si je comprends la portée de cet amendement. Donc, avis défavorable. La parole est à Monsieur Desessard. Explication de vote. Oui, une simple explication. J'ai l'impression que Madame la rapporteure, et je vous remercie de me citer, mais ce n'était pas vraiment nous qui avions déposé cet amendement la fois dernière. Je pense que c'était un autre groupe minoritaire, mais pas nous. Bien, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur les amendements 3 et 9. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, ainsi que celui du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Le résultat du scrutin numéro 233 sur les amendements 3 et 9, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence.
Nombre de votants 343, suffrages exprimés 343, pour l'adoption 188, contre 155. Le Sénat a adopté. Je mets aux voix l'article 9, qui est pour, qui est contre, abstention, il est adopté. À l'article 9 bis, qui est supprimé, je suis saisi de deux amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. Le numéro 4, présenté par Monsieur Cadic. Merci Monsieur le Président. Cet amendement propose de repousser d'1 an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés. Il est aujourd'hui avéré que les entreprises ont du mal à s'approprier ce nouvel outil que constitue la base de données unique, souvent vécue comme une contrainte juridique supplémentaire. Ceci est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés qui ne disposent pas toujours des moyens matériels et humains pour mettre en place cette base de données de façon satisfaisante. D'autant que le contenu de la base de données pour ces entreprises apparaît très lourd à constituer au regard des besoins d'entreprises de cette taille. Un délai supplémentaire d'1 an est donc indispensable pour me permettre, d'une part, de réfléchir à un aménagement souhaitable des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés et d'autre part, pour permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante. Un nouvel exemple pour M. Dessessart de l'intérêt de faire appel aux partenaires sociaux avant de mettre en place des choses par le haut. Merci. Amendement identique présenté par M. Lemoine, numéro 10. Oui, pour ne pas refaire le débat de la première lecture, mais pour l'approfondir, le ministre nous a signalé qu'un point d'étape avait été fait au mois d'avril avec les organisations syndicales, que d'après lui, à cette époque, pas de remontée majeure avait eu lieu sur la mise en place de la base de données. Ce qui serait intéressant de savoir, quand même, puisqu'il y a quelques remontées terrain, c'est est-ce qu'il y aurait des statistiques disponibles, justement, puisque le mois de juin 2015 était le délai limite pour les entreprises de moins de 300 pour mettre en place la base de données. A-t-il des éléments statistiques permettant de corroborer le fait qu'il n'y a aucun problème? Voilà. Finalement, c'est un amendement qui permet d'amener le gouvernement à nous donner plus de détails là-dessus. Et en fonction, on avisera. Avis de la Commission. Alors, la Commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Je me permets, non pas de répondre à la place du ministre, mais quand même de préciser que je n'ai rien reçu, ni avant, ni après le 15 juin, de mail me demandant de remettre en cause la base de données, puisqu'elle avait été prévue. Et normalement, de toute façon, même si on votait quelque chose, comme ça a été voté et ça doit être opérationnel au 15 juin 2015, la loi arriverait peut-être un peu trop tard. Avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure a dit des choses fort sensées. Je fais le même rapport. Nous avons rencontré les partenaires sociaux pour préparer bien sûr ce texte et ils savent très bien que à partir du 15 juin, c'est la conclusion de l'ANI 2013. Et donc la base de données économique et sociale ou la base de données unique, elle se met en place progressivement. Et donc c'est à partir du 15 juin qu'elle devient effective, obligatoire. Donc repousser d'1 an la mise en place de la BDS serait au contraire empêcher sa mise en application progressive et ne résoudrait rien. Donc je serais à même de donner des éléments, disons, à la rentrée de septembre, on verra ce qu'il en est, mais là, l'appropriation s'est faite et les partenaires sociaux ne contestent absolument pas, tous les partenaires sociaux, la mise en place de cette base de données économique et sociale à partir du 15 juin 2015. Donc avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Je mets donc Monsieur Lemoine, vous retirez. Vous retirez, Monsieur Cadic. Il est retiré également. Je mets donc, nous en arrivons à l'article 10, amendement numéro 11. Il est présenté par Monsieur Gauthier. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. En fait, l'objet est simple, instaurer un principe simple, pas de double expertise sur un même sujet, dans le cas d'un projet concernant plusieurs établissements, et pour le cas d'un lieu à expertise, la demande est faite au niveau du CCE. C'est un article sur la clarification de l'articulation des compétences respectives. Quel est l'avis de la Commission, Madame le rapporteur? La voix a changé du président. La Commission, contre l'avis du rapporteur, a émis un avis défavorable. Je rappelle que cet amendement avait été adopté au Sénat en première lecture.
que je n'ai pas proposé à la Commission de le réintégrer dans le texte de la Commission, puisqu'il n'avait pas été non plus retenu par l'Assemblée nationale. Et l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Je vous salue, Monsieur le Président, et je maintiens un avis défavorable, comme Madame la rapporteure, ou plutôt comme la Commission. Alors, Monsieur Gauthier, qu'est-ce que vous voulez faire? Maintenir votre amendement ou vous acceptez de le retirer? Merci, chers collègues. Alors, nous passons à l'amendement 39 rectifié du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit, cet amendement est déposé pour un amendement qui est tout à la fois rédactionnel, de précision, parce qu'il vise à clarifier deux choses. D'une part, le fait que le recours à l'expertise unique concerne les projets d'aménagement importants et non pas tous les projets qui peuvent faire l'objet d'une consultation de l'instance. C'est le droit actuel qui s'applique d'ailleurs pour le CHSCT. Il doit en être de même pour l'instance de coordination des CHSCT. Et donc, il est préférable de ne pas laisser d'ambiguïté sur ce point. Seules les consultations sur un projet important peuvent donner lieu à expertise et que cette expertise est facultative et non pas obligatoire. C'est le but de cet amendement, de préciser les choses, car il y avait une ambiguïté. Je pense que le débat, l'amendement, le débat permettront de clarifier les choses. Voilà le but de cet amendement, Monsieur le Président. Alors, Madame Procaccia, quel est l'avis de la Commission? Eh bien, la Commission n'a pas eu de débat particulier. Il a trouvé que c'était un amendement de clarification qui permettait effectivement de régler un certain nombre de problèmes. L'avis est favorable. Pas d'explication de vote, mes chers collègues. Dans ce cas-là, je mets aux voix l'amendement du gouvernement qui est favorable. Allez, l'amendement est adopté, il en est ainsi décidé. Et l'article 10 aussi. Vous voulez vous exprimer, chers collègues? Non, très bien. Contre, mais ça, je l'avais encore compris. Alors, je mets aux voix maintenant l'article 11. Pas d'explication de vote. Je mets aux voix que ceux qui sont pour veuillent bien le manifester en levant la main. Merci. Avis contraire. Allez. L'article est adopté. Nous en arrivons donc à l'article 12. Un amendement 24 de M. Vatrin. Alors, comme nous avions déjà eu l'occasion de le dire en première lecture, mais je serai bref, notre refus de la visioconférence n'est pas un refus d'évolution technologique ou du numérique, mais bien des conséquences que porterait la mise en place de cette visioconférence généralisée. Les réunions présentielles sont la base pour un échange de qualité entre les représentants des salariés de différents sites et la direction. Ouvrir la possibilité de 3 réunions par an par visioconférence à la seule discrétion de l'employeur est, selon nous, déjà une forme de négation du dialogue social. Faudrait-il aussi, sous prétexte de rationaliser les coûts de déplacement des représentants des salariés, les empêcher de se rencontrer physiquement au risque d'affaiblir leurs possibilités d'action? Alors nous sommes, pour le recours à la visioconférence de manière exceptionnelle, et le fait d'autoriser 3 par an nous paraît excessif. Alors, quel est l'avis de la Commission, Madame le rapporteur? L'avis de la Commission est défavorable, comme en première lecture. Mon cher collègue, le dialogue social, c'est pas forcément être physiquement. L'important, c'est de se parler. Qu'on se parle par téléphone, qu'on se parle par visioconférence, mais l'important, c'est de se parler. Donc, avis défavorable et du rapporteur et de la Commission. Du gouvernement, Monsieur le ministre. Et du gouvernement, Monsieur le Président. Aussi. M. Vatrin, maintenez l'amendement? Très bien. Explication de vote, il n'y en a pas. Dans ce cas-là, je mets aux voix l'amendement de notre collègue éminent, M. Vatrin, que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Avis contraire. Allez, l'amendement n'est pas adopté. Et l'article 12, pas d'explication de vote. Sur l'article 12, que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Merci beaucoup. Avis contraire. Toujours M. Vatrin. L'article 12 est adopté. Nous en arrivons à l'article 13, toujours avec un amendement de notre collègue M. Vatrin.
ça. On va faire la séance de nuit et on me dit que peut-être on finira avant. Non, je crois que je serai bref. Article 13, c'est l'amendement 25, c'est ça? Oui, alors très bien. L'article 13 supprime les 17 procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise, qui sont désormais regroupées en 3 blocs portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Je souhaite ici dénoncer la suppression de l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche et rappeler les propos ici de ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin qui s'était élevée contre les détournements par les entreprises du crédit impôt recherche. Je pense qu'au contraire, il faudrait donner plus de droits au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel en les autorisant par exemple à saisir aussi le comité de suivi du CICE, je l'avais dit ici en première lecture, lorsqu'ils estiment que l'employeur ne respecte pas l'objet du crédit. En outre, ici, l'employeur n'est plus obligé de soumettre pour avis au comité d'entreprise les projets d'accord collectifs ainsi que leur révision ou leur dénonciation. Or, cela permettrait aux élus de porter un autre regard sur ces textes que celui des négociateurs et d'avoir une meilleure connaissance des accords signés dans l'entreprise. Les accords peuvent avoir un impact sur la vie économique de l'entreprise qui n'est pas négligeable et certaines questions peuvent échapper aux négociateurs et c'est pour ces raisons que nous demandons la suppression de ces alinéas. L'avis de la Commission, Madame Procaccia, si vous le voulez bien. La Commission est défavorable, Monsieur le Président. Il s'agit, ce regroupement est une mesure de simplification et de souplesse pour l'employeur, et je ne dis pas simplement pour l'employeur, aussi je pense pour les IRP. D'un côté, il y a le comité d'entreprise qui est l'institution en charge d'assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de l'employeur. De l'autre côté, il y a le délégué syndical qui est chargé de négocier les accords avec l'employeur, comme c'est à l'article 14 de ce projet de loi. Ce sont deux institutions distinctes, même si les DS sont souvent en même temps élus du CE. Et l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Merci, Monsieur le Président. Même position, même avis, avis défavorable. Monsieur Vatrin, je mets au voix l'amendement de notre collègue Monsieur Vatrin, que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Merci. Avis contraire. L'amendement n'est pas adopté. Un amendement 26, toujours de Monsieur Vatrin. Cet amendement est important, il vise à introduire le rapport de situation comparée. Malgré les nombreuses interventions sur ce sujet, le gouvernement est demeuré sourd à l'importance de l'analyse du rapport de situation comparée pour détecter les écarts et les causes des inégalités professionnelles entre hommes et femmes. Contrairement à ce qui a pu être répondu en première lecture, notre objectif n'est pas d'avoir une version papier plutôt qu'une version numérique du rapport. C'est pas ça la question qui est posée ici, même si un malencontreux papier collé a fait réapparaître cette notion de support papier. Donc on peut l'enlever s'il n'y a que ça qui gêne, ce n'est pas un problème pour nous, on l'enlève. Nous estimons que la base de données proposée ne remplacera pas l'importance et l'outil que constitue le rapport de situation comparée. Ce rapport est nécessaire pour constituer un point de départ fondamental dans la construction d'un accord sur l'égalité concret et efficace. Il est devenu au fil du temps un objet familier pour les négociateurs. Il présente l'avantage de clarifier les différentes étapes de la négociation. Alors ça marche bien, pourquoi l'enlever? En effet, cet outil comporte deux parties bien distinctes. L'une porte sur un diagnostic chiffré et son analyse, l'autre porte sur le plan d'action à mettre en œuvre pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors la proposition ici introduit une déconnexion entre le diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes et la négociation. Ce lien disparaît alors qu'il nous semble essentiel pour tendre vers une égalité professionnelle réelle. Tel est le sens donc de notre amendement. Et l'avis de la Commission, Madame le rapporteur? Eh bien, c'est le même. Il n'a pas changé depuis la première lecture. Il est défavorable, même si M. Vatrin supprimait la notion de papier. On en a longuement débattu.
Je ne crois pas sincèrement que le texte met en cause l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il y aura tous les éléments, toutes les données, et d'ailleurs, on ne reçoit même plus de mails sur ce sujet. Ce devient un critère de satisfaction. Donc, je répète, défavorable. Et l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Eh bien, il est défavorable, Monsieur le Président. Je voudrais juste redire que rien n'est retiré. Tous les éléments du rapport figurent dans la base de données économiques et sociales qu'on a évoquée tout à l'heure. La pénalité est maintenue en cas de non-respect d'engagement pris unilatéralement par l'employeur. Et donc, tout est fait pour maintenir, je le dis parce que nos débats sont écoutés, transmis, et il faut savoir, ce gouvernement ne recule pas devant l'égalité professionnelle femmes-hommes. Loin s'en faut, tous les éléments figurent dans la base de données économiques et sociales. D'ailleurs, cela avait été déjà introduit par les partenaires sociaux dans l'ANI de 2013. C'est vrai que cette ANI n'avait pas été signée par l'ensemble des organisations syndicales, mais il y avait une ANI qui avait été signée, Et donc, avis défavorable, tout y est, il n'y a pas de raison de remettre ce rapport papier ou pas. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Vatrin, je vous en prie. Je maintiens cet amendement parce que le problème, la question qui est posée ici, c'est le rétablissement, le maintien d'un rapport de situation comparée, mais qui ne soit pas déconnecté de la négociation, comme je l'ai expliqué dans mon explication. Alors, dans ce cas-là, je mets aux voix que ceux qui sont d'avis d'adopter l'amendement de notre collègue M. Vatrin veuillent bien le manifester en levant la main. Merci. Avis contraire. Merci aussi. L'amendement n'est pas adopté. Et nous allons adopter l'article 13. Je le mets aux voix, que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Merci beaucoup. Avis contraire. C'est noté aussi. L'article 13 est adopté. À l'article 14, un amendement 28 de M. Vatrin. Oui, l'article 14 contient beaucoup de mesures qui, selon nous, ne constitueront pas une amélioration pour la négociation collective. La fusion de plusieurs négociations, la faculté d'adapter la périodicité des négociations, l'absence de négociations distinctes sur l'égalité professionnelle, le handicap, l'abandon du principe et du contenu du rapport de situation comparée, la dilution de la sanction financière en matière d'égalité professionnelle sont autant de points qui justifient notre demande de suppression d'articles. Je voudrais insister sur la négociation obligatoire sur les salaires effectifs qui pourra désormais ne plus être annuelle et devenir triennale. Un employeur ne sera plus dans l'obligation d'ouvrir une négociation annuelle sur les salaires en cas d'accord collectif. Alors, je reconnais, même s'il y a un garde-fou émis que la possibilité pour un syndicat signataire de l'accord de demander une négociation, il s'agit cependant d'un recul pour les salariés. En effet, les salariés, leur préoccupation majeure, que ce soit en période de difficulté économique ou que l'entreprise renoue avec une certaine prospérité économique, c'est bien les salaires. Les salaires constituent d'ailleurs invariablement le premier thème de négociation collective, aussi bien dans les branches que dans les entreprises. De ce fait, la négociation salariale est considérablement fragilisée par cette mesure, alors même que durant ces dernières décennies, la répartition des richesses produites par les salariés dans l'entreprise a évolué à leur détriment et au profit de la rémunération des actionnaires. Et pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. L'avis de la Commission, Madame Procaccia, s'il vous plaît. Comme pour toutes les suppressions, l'avis est défavorable. On a lui aussi déjà rejeté cet article en séance. C'est un article qui nous paraît utile puisque les trois thématiques sont plus pratiques pour les négociations. Je rappelle, négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, une négociation sur la qualité de vie et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et une négociation triannuelle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ça en fait quand même déjà pas mal. Un accord d'entreprise majoritaire pourra modifier éventuellement la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires pour tout ou partie des thèmes dans une limite de 3 ans pour les négociations annuelles et 5 ans pour la triennale. Donc, avis
défavorable. Et le gouvernement, Monsieur le ministre? Eh bien, il développe le même argumentaire, donc je n'ai pas besoin de le développer que Madame la rapporteure, et donc l'avis est défavorable, Monsieur le Président. Alors, je mets aux voix l'amendement 28 présenté par notre collègue Monsieur Vatrin. Que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Merci. Avis contraire? Merci aussi. L'amendement n'est pas adopté. Et je mets aux voix l'article 14. Même vote? Même vote. Il en est ainsi décidé. Alors, l'article 15, je consulte du regard la Haute Assemblée, pas d'opposition. Même vote, même vote. Monsieur Vatrin. Mais j'attendais que vous le confirmiez. Il en est ainsi décidé. Alors nous arrivons à l'article 16. Un amendement 43 de Madame le rapporteur. Décision juridique. Et l'avis du gouvernement? Favorable. Favorable. Dans ce cas-là, mes chers collègues, je mets aux voix l'amendement de Madame Procassia. Que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester. En levant la main, merci. Avis contraire? Il n'y en a pas. L'amendement est adopté. Et l'article 16 aussi. Il en est ainsi décidé. Allez, à l'article 16 bis. Un amendement de Monsieur Lemoine. Précision juridique. Non. En fait, on va un peu quand même expliciter les choses. Il s'agit, à travers cet amendement, de poursuivre finalement un travail entamé par votre collègue, M. Macron, qui vise à démanteler progressivement les situations de monopole. Et donc, pour donner de la cohérence, on a regardé un petit peu également du côté social, puisque vous le savez, jusqu'à présent, il y a un monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections au comité d'entreprise et aux fonctions de délégués du personnel. Et c'est vrai qu'on peut parfois faire un parallèle avec la vie politique. Quelle sera cette vie politique où il faudrait forcément être présenté par un parti pour être candidat et éventuellement être élu. On voit bien que ça touche ses limites et qu'il s'agit en aucun cas d'enlever la faculté de s'affilier à telle ou telle structure, mais pour revivifier à nouveau cette démocratie sociale, faire en sorte que chacune et chacun qui souhaite apporter sa pierre à l'édifice puisse le faire en étant candidat dès le premier tour. Voilà, donc c'est un amendement. Le gouvernement a ses marqueurs. On a bien vu qu'on est là aussi dans un exercice où, quelle que soit malheureusement la position du Sénat, on sait très bien ce qu'il en sera au final. Et donc voilà, nous essayons de dessiner à petites touches ce qui nous paraîtrait être idéal pour faire en sorte qu'un maximum de personnes s'investissent. Parce que c'est vrai que les taux de syndicalisation qui ont été évoqués sont dramatiquement bas. Et donc à un moment, ça pose question, il faut apporter des réponses. Alors c'est vrai que ça peut sembler révolutionnaire. Le ministre disait qu'on était dans un projet de loi qui n'était pas révolutionnaire, mais qui était plutôt dans l'évolution. Bon, il y a des moments, il faut savoir un petit peu renverser la table pour arriver à progresser. Voilà, tel est l'objet de cet amendement, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Lemoine. Madame le rapporteur, l'avis de la Commission. La Commission a émis un avis de sagesse, puisque cet amendement avait été voté au Sénat. Je précise à Monsieur Lemoine que s'il était voté et s'il demeurait, il y aurait des nécessités de faire des coordinations juridiques avec les articles L. 2314-24 et 23-24-22 qui posent le principe de ce monopole aux élections DP et CE. Je précise que même si à titre personnel je suis favorable et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, je pense que ce sont quand même des mesures qui doivent être négociées et qui doivent effectivement faire partie d'un accord et d'un dialogue social. Et là, au détour d'une loi, mais comme dans cette loi, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été négociés non plus auparavant en termes de dialogue social, on n'est plus à ça près par rapport à la loi de 2007. Et l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Ah là là. Il est défavorable, Monsieur le Président, parce que je voudrais le dire à M. Lemoine, ça serait revenir quand même sur un acquis important qui était issu d'une position commune des partenaires sociaux en avril 2008. Et donc, tout le monde s'en félicitait à ce moment-là. Donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez revenir dessus. Ce que vous cherchez en réalité,
Je le dis, il ne peut y avoir de dialogue social de qualité sans des syndicats forts. Ça ne suppose pas forcément qu'ils soient uniquement protestataires, bien évidemment, les 10 syndicats. Avis défavorable. Qui demande la parole? Monsieur Carucci. Oui, comme j'ai co-signé cet amendement, je veux dire seulement au ministre, sincèrement, Jean-Baptiste Lemoyne fait tout pour vous aider et vous ne voulez pas être aidé. Bon, c'est comme ça. On a déjà connu ça avec le texte Macron. On a fait des efforts désespérés pour faire en sorte que le ministre assume réellement sa volonté, puis il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Résultat, on est tous conscients que la loi Macron ne changera pas grand-chose dans l'économie française. Mais, monsieur le ministre, j'entends bien ce que vous dites, sauf que, sincèrement, quand on voit, et ce n'est pas du tout une critique sur les syndicats, mais arrive un moment où le monopole est en lui-même un élément négatif pour les syndicats. Parce qu'en réalité, ils sont tellement persuadés qu'il y a ce monopole de présentation de premier tour qu'ils font plus beaucoup d'efforts eux-mêmes, ni pour faire adhérer, d'ailleurs, ce qui explique le très faible taux d'adhésion aux syndicats, ni pour se remettre en question ou pour se transformer. La démocratie, elle a impliqué, elle a imposé à nos partis politiques, pas assez, mais elle a imposé bien des changements dans les 10-20 dernières années. Et ça continuera parce qu'il y a un vrai débat dans le public sur la vie publique, la vie politique. Mais la vie syndicale, elle n'est pas exempte de critiques. On l'a vu récemment dans tous les syndicats. Franchement, la vie syndicale en général, ça peut être des syndicats patronaux, Madame Bricq. Mais si on continue de dire non, 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 on ne touche à rien, on laisse un monopole au premier tour, franchement, pourquoi voulez-vous que les syndicats se réforment s'ils savent qu'en tout état de cause, à part eux, personne ne peut y aller? Je trouve que ce n'est pas du tout une attaque contre les syndicats, c'est au contraire se dire que si on souhaite une réforme positive des syndicats, une meilleure intégration des salariés dans les syndicats et un plus grand nombre de salariés, parce que tout le monde, y compris le gouvernement, a besoin de partenaires sociaux nombreux et solides, il faut ouvrir un peu à la concurrence parce qu'on aura comme ça des syndicats beaucoup plus volontaires. Merci, monsieur Carucci. Monsieur Cadic, vous demandez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, simplement pour dire que j'appuie totalement, comme je l'ai expliqué lors de la discussion générale, cette approche. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui, effectivement, de faire cette démarche, de faire ce progrès. Il y a une vraie frustration des salariés qui ne peuvent se faire entendre lors des élections du personnel en raison, justement, de ce monopole syndical des candidatures au premier tour. Et très honnêtement, garantir un monopole à des syndicats qui ne représentent pas 5% des salariés du privé, est-ce qu'à un moment, vous n'allez pas vous dire qu'il y a une vraie incohérence? Et donc, effectivement, là, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de voter cet amendement. C'est un amendement important et je dois dire que je pense qu'il doit engager pour la suite, pour bien montrer qu'il va y avoir de vrais changements ici, parce que ça, c'est attendu par les salariés. Merci. Merci, M. Cadic. Monsieur le ministre. Oui, c'est un débat intéressant. On n'a pas le temps de le développer au fond, là. Mais nous, on a une autre approche, c'est-à-dire qu'on veut renforcer effectivement le rôle, le poids des organisations syndicales, patronales et bien sûr ouvrières, mais on veut le faire par une adhésion volontaire, c'est-à-dire par rendre ce dialogue social plus attractif, plus stratégique, intéresser, susciter des vocations, et pas par une disposition que vous serez, nous en reparlerons, un jour sûrement, c'est le cadre de l'alternance au pouvoir, bien à même, vous serez bien à même d'essayer de la prendre. Vous verrez ce qu'il en est. Supprimer le monopole syndical de la représentation au premier tour, ça vous ouvre la porte à des aventures que vous n'imaginez même pas. Avis défavorable. Bon, de toute manière, je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. Alors, je rappelle que l'avis de la Commission, c'est la sagesse, que celui du gouvernement, nous venons de l'entendre, est défavorable. Et donc, nous allons procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Voilà, le scrutin sera ouvert dans quelques instants.
scrutin est ouvert. Demande à voter, mais dans ce cas-là, le scrutin est clos. Madame Laborde, oh là là. Cette fois-ci, plus personne ne demande à voter. Alors, le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Voici le résultat du scrutin, mes chers collègues. Nombre de votants, 343. Nombre de suffrages exprimés, 343. Pour l'adoption, 188. Contre, 155. Donc, le Sénat a rétabli l'article 16 bis. Alors, nous en arrivons à l'article 17. Sur le, ah oui, l'article 16 ter. Pas d'opposition sur l'article 16 ter. Monsieur Vatrin, même vote. Abstention. Donc, l'article 16 ter est adopté. Nous en arrivons à un article 40 rectifié bis. Alors. Oui, bon, mais nous arrivons à l'article 17, bien entendu, avec 3 amendements en discussion commune. L'article 40 rectifié bis de M. Cadic. Merci, Monsieur le Président. Oui, parce que donc nous n'avons pas encore d'adhésion obligatoire aux syndicats, mais on a un financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, appuyé sur une contribution des entreprises fixée à 0,016% de la masse salariale et prévoyant la répartition des crédits par un fonds paritaire, l'AGFPN, qui ont été fixés dans la loi du 5 mars 2014. Elles ont été précisées par les dispositions réglementaires incluses dans le décret du 28 janvier 2015, c'est-à-dire il y a un peu plus de 5 mois. La mise en œuvre concrète de ce dispositif est engagée depuis le début de l'année 2015, la GFPN ayant été constituée s'étant réunie déjà plusieurs fois.
Dans ces conditions, il apparaît tout à fait étonnant que de nouvelles dispositions soient incluses dans le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, ouvrant la porte à une modification de ce dispositif de financement dont la mise en place est très largement entamée, cette remise en cause au surplus ne concernant que les organisations professionnelles d'employeurs. Sur un autre plan, si le processus prévu au deuxième alinéa de ce 3 de l'article 17 allait à son terme, c'est-à-dire une ordonnance, que les organisations d'employeurs concernées se soient mises d'accord ou non, encore une fois, ce qui paraît d'ailleurs très peu conforme à l'esprit de dialogue social, l'on risquerait d'aboutir à des règles basées sur l'audience pour déterminer la représentativité des organisations d'employeurs et à des règles basées sur d'autres critères pour la mise en œuvre du financement mutualisé qui leur est accordé et la gouvernance de l'organisme AGFPN chargé de répartir les crédits. Il y aurait là une incohérence majeure. Mais bon, vous l'avez dit, il va y avoir d'autres amendements. Celui de la commission, au niveau de la concertation, me paraît bien équilibré. Donc, je m'apprête à le retirer. Jean-Baptiste Lemoyne aussi. Merci, Président. Oui, donc cet amendement fait suite au feuilleton qui s'est ouvert en première lecture. On s'en souvient tous, un amendement déposé par le gouvernement que nous n'avons pas voté. Bon, ça s'est poursuivi à l'Assemblée nationale avec une saison 1, saison 2 en commission, retoqué en séance, un nouvel amendement qui était effectivement, pour le coup, plus raisonnable, puisqu'il était essentiellement méthodologique, cet amendement du gouvernement, prévoyant une négociation très courte, encadrée dans le temps. Et là où j'ai une différence d'appréciation avec le gouvernement, c'est que le dépôt d'un projet d'une ordonnance pour après en tirer les conséquences me paraît pas forcément la bonne méthode. Madame la rapporteure a d'ailleurs proposé un amendement à la commission qu'il a adopté pour revenir sur l'ordonnance, mais il est raisonnable de prévoir la concertation et il s'agissait à travers cet amendement de prévoir que la concertation associe également les organisations multiprofessionnelles d'employeurs relevant de l'économie sociale et solidaire, des professions libérales de l'agriculture. Madame la rapporteure a un amendement qui me semble être de nature à satisfaire le mien et donc je serai sûrement amené à le retirer au profit de celui de Madame Procaccia. Voilà. Merci beaucoup. Et bien justement, la parole est à Madame le rapporteur. Si vous le permettez, Monsieur le Président, je vais donner l'avis et comme chacun de mes collègues a présenté l'amendement, a évoqué l'amendement numéro 42, ça expliquera la position sur l'amendement présenté par Monsieur Cadic. Je rappelle que dans le texte de la Commission, nous avons supprimé l'habilitation par ordonnance puisque le dialogue, oui, les ordonnances, j'ai l'impression qu'on passe notre vie à voter des ordonnances depuis quelque temps. Je suis défavorable sur l'amendement numéro 40. Sur l'amendement 38 présenté par Monsieur Lemoyne, effectivement, celui que je présente me semble plus sécurisé juridiquement, parce que la mesure de la représentativité patronale n'aura lieu qu'en 2017 et on ne peut pas présumer des résultats. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons présenté et adopté en commission cet amendement 42 qui prévoit que les organisations patronales qui ont vocation à être représentatives au niveau national et multiprofessionnel seront associées à la concertation organisée par le gouvernement. J'insiste, Monsieur le Ministre, la concertation ne peut pas se limiter aux seules organisations patronales représentatives actuelles au niveau national et interprofessionnel, car le fonds paritaire, en vertu de l'article L2135-12 du Code du travail, attribuera des fonds également aux organisations patronales représentatives, c'est-à-dire à celles qui nous ont écrit, l'UDES, la FNSEA et l'UNAPL. Donc là, tel que vous avez présenté votre amendement, c'est peut-être un problème de rédaction qui peut encore bouger un tout petit peu jusqu'à jeudi à la haine, mais vous excluez ces trois organisations interprofessionnelles qui pourtant existent et existeront bien. Alors justement, l'avis du gouvernement sur ces trois amendements, Monsieur le Ministre, si vous le voulez bien.
Bon, je suis, pas forcément pour les mêmes raisons, mais je suis en accord avec la rapporteure sur l'avis défavorable sur l'amendement qui a été déposé par M. Cadic, parce que il faut qu'il y ait une concertation entre les entreprises. Je sais que la rapporteure est contre l'ordonnance, mais l'ordonnance, ça sera la traduction de la concertation, donc il faudra bien qu'on prenne une décision. Ça, c'est pour l'amendement numéro 40 sur l'article 17, donc avis défavorable aussi. Alors, je voudrais donner une explication là. Je comprends très bien l'amendement qui est déposé par Madame la rapporteure, qui reprend un peu celui, en le précisant, déposé par Monsieur Lemoine, prévoit que les organisations, on en a parlé, multiprofessionnelles, que ce soit la FNSEA, l'UNAPL ou l'UDES, participent à la concertation sur les règles de répartition et tout, au même titre que le MEDEF, la CGPME ou l'UPA. Or, les organisations multiprofessionnelles d'employeurs ne sont pas membres, c'est pour ça qu'il y a une différence. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il y avait 2 cas, mais oui, il y a une différence, ne sont pas membres du conseil d'administration du fonds. Et donc, je souhaite, comme d'habitude, avant tout, qu'il y ait une solution de compromis qui puisse se dégager entre ceux qui participent à la gouvernance du fonds, c'est-à-dire le MEDEF, la CGPME et l'UPA. C'est ce que j'avais dit. Mais pour autant, où vous avez raison, c'est que les organisations multiprofessionnelles qui vont, entre guillemets, profiter, enfin, profiter n'est pas le terme juste, mais qui vont avoir des attributions de fonds, doivent être entendues. Et c'est d'autant plus important qu'elles-mêmes, comme leur fédération, vont, je crois, bénéficier de crédits significatifs en la matière. Et moi, je ne doute pas que dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, les organisations interprofessionnelles recueilleront l'avis des organisations multiprofessionnelles. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous donner l'assurance que le gouvernement veillera pour sa part à ce que ces organisations multiprofessionnelles soient effectivement consultées par les gestionnaires du fonds, mais je ne peux pas être d'accord avec votre amendement, Madame la rapporteure. Donc, avis défavorable, même si j'en comprends tout, et ça m'a permis de dire que le gouvernement veillera pour sa part à ce que les organisations multiprofessionnelles, mais qui ne sont pas actuellement gestionnaires du fonds, soient consultées dans le cadre de l'attribution des fonds. Donc défavorable. Oui. Madame le rapporteur. Je ne vais pas retirer l'amendement, mais au moins vous avez dit que vous vérifierez. J'espère, Monsieur le ministre, que ce sera toujours le même ministre du Travail qui pourra tenir les engagements et pouvoir dire que, et pouvoir associer les multiprofessionnels, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, en tout cas, vous avez pris l'engagement aux organisations UDES, FNSEA, UNAPEL, de pouvoir ressortir ces éléments. Alors, Monsieur Cadic, est-ce que vous retirez votre amendement, si j'ai bien compris, Monsieur Lemoine aussi, au bénéfice de celui de Madame le rapporteur? Dans ce cas-là, le gouvernement a donné son avis sur tout, je crois. Bon, dans ce cas-là, je mets aux voix l'amendement de Madame le rapporteur, de Madame Procaccia, que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Merci. Avis contraire? Il n'y a pas d'avis contraire, M. Vatrin? D'accord. Alors, l'amendement de Madame le rapporteur est adopté. Je mets donc aux voix l'article 17. Même vote. Madame Bricq. Oui, c'est une explication de vote rapide. Quand nous avons eu un long débat sur ces dispositions introduites par le gouvernement au Sénat, donc je ne la reprends pas, mais Madame la rapporteure, l'argumentation que vous aviez développée avec les collègues de droite qui étaient très mobilisés était l'absence de concertation. Bon, le ministre a entendu et la concertation a lieu. Elle doit être terminée le 15 novembre, je crois, de cette année. Donc, j'espère que M. Rebsamen sera toujours le ministre le 15 novembre. Mais moi, on ne peut pas voter l'article car vous ne voulez pas de l'ordonnance. Monsieur le ministre vient de vous dire que l'ordonnance traduira le produit de cette concertation. Donc, à partir de cette affirmation, on peut considérer que le vote devrait l'encadrer, cette ordonnance. C'est la volonté qui a été exprimée, y compris d'élargir la consultation. Donc,
systématiquement maintenant, alors que le recours à l'ordonnance est prévu par la Constitution, c'est l'article 38 je crois, qu'il a été utilisé par tous les gouvernements, c'est un des privilèges de l'exécutif, on ne peut pas dire on n'en veut pas. Moi je considère que le Parlement a le pouvoir d'encadrer une ordonnance, de la ratifier ensuite. Donc, je ne comprends pas cette attitude systématique. Je prends la parole parce qu'on l'a entendu tout le temps pour aller vite dans les réformes introduites par la loi présentée par le ministre de l'économie. Donc, moi, je n'admets pas cet argument. Ou alors, il faut supprimer l'article 38 de la Constitution. Plus personne ne demande la parole, mes chers collègues. Dans ce cas-là, je mets aux voix l'article 17, que ceux qui veulent bien l'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Avis contraire. Il y a un doute là. Bon, allez, on refait le vote. Il faut le faire debout. Allez, faisons... Que ceux qui veulent bien adopter l'article 17 aient la délicatesse et la gentillesse de bien vouloir se lever. Merci. Avis contraire. Alors, égalité, l'amendement n'est pas... L'article 17 n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'article 18. Par un amendement aussi, 41 rectifié bis de M. Cadic. Le dispositif de maintien total ou partiel par l'employeur de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut se faire que sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant à plusieurs critères. Il apparaît logique que dans les critères exigés de l'organisation syndicale figure celui de la représentativité dans le champ professionnel et géographique, couvrant celui de l'entreprise ou de l'établissement considéré. Un amendement 37. Alors, l'avis de la Commission, Madame le rapporteur. Avis de sagesse, Monsieur le Président. Je n'ai pas proposé à la Commission un amendement sur le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale, d'autant que le ministre avait introduit un amendement qui prévoit l'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de salaire. Cet accord me paraissait indispensable. Je pense qu'il répond à une préoccupation forte des organisations syndicales, mais je crois aussi qu'il y a des inquiétudes sur le fonctionnement. C'est la raison pour laquelle, pour cet amendement, et je le dis tout de suite pour l'amendement qui sera présenté par Jean-Baptiste Lemoyne, et la Commission a émis un avis de sagesse afin que le ministre soit bien précis et puisse lever les ambiguïtés et les inquiétudes que pourraient éventuellement avoir soit certains syndicats, soit certaines entreprises. Alors, l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Alors, je vais déjà répondre à l'amendement qui est déposé par M. Cadic. Donc, je suis défavorable à cet amendement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison de conditionner le bénéfice de la subrogation aux militants des organisations représentatives dans l'entreprise. Je redis bien, si votre crainte est que l'employeur ne soit pas remboursé, la loi donne toutes les garanties. Les organisations syndicales bénéficient de crédits du Fonds pour la formation et, en l'absence de remboursement, une retenue sur salaire est prévue. Donc je suis défavorable à cet argument. Mais je l'avais fait savoir tout à l'heure, je serai favorable à l'amendement proposé par M. Lemoyne. Ce que je voulais savoir, c'est, Monsieur le Président, je répondrai uniquement quand M. Lemoyne l'aura présenté. Donc je suis défavorable au premier amendement, ça répond à la demande de sagesse de Madame la rapporteure, et je m'exprimerai favorablement sur le deuxième amendement. Bien. Explication de vote. Monsieur Cadic, vous maintenez votre amendement? Vous le retirez. Alors, nous en arrivons à un amendement de Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. Bon, Monsieur le Président, merci. On l'a compris, on arrive au moment du débat où, comme on dit dans un film culte, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon.
votre vaste culture cinématographique, je pense, vous aura donné la réponse. Mais trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. La loi du 5 mars 2014 effectivement, a modifié les conditions de financement du congé de formation économique, sociale et syndicale, qui s'impute désormais sur la cotisation à la charge des employeurs, destiné à alimenter le nouveau fonds de financement des partenaires sociaux. Toutefois, justement, la rédaction de l'article semble ambiguë s'agissant des entreprises qui sont déjà couvertes par un accord collectif qui prévoit un tel maintien de la rémunération des salariés en congé de formation. Et donc c'est pour ça qu'effectivement nous appelions, cet amendement avait pour objet d'appeler l'attention du gouvernement sur ce point. Et effectivement, si il voit que cet amendement peut aider à clarifier les choses, eh bien, écoutez, ce sera tant mieux. Alors l'avis de la commission, madame le rapporteur. Sagesse. Sagesse, enfin en réalité c'était l'avis du gouvernement. Monsieur le ministre, allez-y. Je suis favorable à cet amendement présenté par Monsieur Lemoine, non pas pour lui faire une faveur, mais parce que cet amendement apporte une clarification utile. En effet, la garantie pour l'employeur d'être remboursé par l'organisation syndicale doit valoir quelle que soit l'origine de ce maintien, que ce soit la subrogation qui est prévue par la loi ou un accord collectif. Et effectivement, faire une différence n'aurait pas de sens. Cela ne fera pas obstacle à ce que des accords prévoient, si les partenaires sociaux, bien sûr, le décident, que le salaire est simplement maintenu sans remboursement par l'organisation syndicale. Mais c'est une pratique qui existe déjà dans certaines entreprises qui a lieu d'encourager. Et donc, votre amendement, en la matière, apporte une clarification tout à fait utile qui devrait lever l'ambiguïté qui résidait dans la rédaction précédente. Donc, avis favorable. Pas d'explication de vote, mes chers collègues. Dans ce cas-là, je mets aux voix l'amendement de notre collègue M. Jean-Baptiste Lemoine. Que ceux qui veuillent l'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Avis contraire. L'amendement est adopté. Et l'article 18 aussi, je consulte du regard la Haute Assemblée, pas d'opposition, et il en est ainsi décidé. L'article 19. Allez, un amendement de M. Vatrin. Tout à fait. Je veux donc redire ici ce que j'ai déjà dit assez fortement dans mon intervention générale, mais ça n'aura que plus de poids, je l'espère. Considérant qu'il n'est pas normal qu'une réforme aussi importante que l'évolution des missions de la médecine du travail et des services de santé au travail se retrouve éclatée comme ça dans différents textes soumis à notre examen, sans que nous soyons finalement en mesure d'en comprendre ni les enjeux ni la cohérence, et parce qu'on nous le dit, sans concertation avec les acteurs concernés. Donc notre amendement de suppression vise à refuser ce cavalier législatif qui était en fait introduit dans le texte proposé à notre débat à l'Assemblée nationale, au lendemain, quelques jours après, je crois, de la remise d'un rapport sur le sujet, sans même laisser le temps à son examen contradictoire et à l'évaluation objective de ses conclusions. L'article 19 et l'article 19 quater constituent, selon nous, des attaques graves contre la santé des travailleurs de notre pays. Il est important de l'expliquer. En fait, c'est une médecine à deux vitesses qui semble introduite ici. D'un côté, pour les salariés sur des postes non dangereux, les suivis médicaux disparaissent. De l'autre, pour les salariés occupant un poste de sécurité ou à risque, ceux-là bénéficieront d'un contrôle, mais qui consistera à un avis sécuritaire pour l'essentiel, voire un avis d'aptitude ou d'inaptitude, avec toutes les conséquences que vous connaissez. En clair, ces salariés n'auront pas de surveillance médicale, la plupart des salariés n'auront pas de surveillance médicale, et pour les autres qui sont soumis à des postes qui présentent des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celle de leurs collègues ou de tiers, bénéficieront surtout d'un suivi d'exposition qui pourra conduire à un avis d'inaptitude et donc à un licenciement, alors qu'il faudrait au contraire mettre la priorité, et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent, sur la prévention, l'adaptation des postes et le reclassement pour maintenir ces salariés au travail. Je l'ai dit dans mon introduction générale, c'est l'intérêt de tous, de l'entreprise, du salarié et de l'économie.
et de la société. Je rappelle que des milliers de salariés soumis à ces postes exposés gardent leur travail grâce à des mesures d'aménagement de poste, de restriction d'aptitude, et c'est cela que nous semble qu'on veut faire disparaître. Et pour engager le débat et pour justement permettre un vrai débat sur ces questions, nous proposons de supprimer l'article 10. L'avis de la commission, madame le rapporteur. Avis est défavorable, on en a discuté. C'est vrai qu'on aurait préféré que tout ce qui concerne la santé au travail soit dans la loi santé. Une partie a été introduite au dernier moment à l'Assemblée nationale. Je ne défais pas ce qui a été fait. Et le gouvernement, monsieur le ministre? Je remercie madame la rapporteure, la commission. Avis défavorable. Monsieur Desessard. Oui, moi je vais défendre l'amendement de Monsieur Vatrin parce que on dit on veut simplifier, on veut aller vite, l'entreprise sera plus compétitive, mais il y a bien quelqu'un qui paiera. Il y a bien à la fin, et c'est la société. Il y a tout d'un coup, alors on considère qu'il n'y aura plus de solidarité à un moment donné. Et puis, donc, peu importe, on exploite les gens, et puis les gens sont malades, ou il y a des conditions de travail qui font en sorte qu'ils soient plus fragiles, la société, et ça se paiera plus tard, quelques années plus tard. Et qui va s'en occuper à ce moment-là? Les collectivités locales? L'État? Les institutions de la sécurité sociale qui n'ont plus d'argent? Et donc, il faut mieux prendre le problème en amont et considérer que c'est un tout dans notre société, l'activité économique et l'activité sociale, et la garantie que les personnes soient en bonne santé plus tard dans leur vie. Donc considérer qu'il faut faire le maximum, aller plus vite et ne pas prendre en compte la santé des salariés à un moment donné, eh bien, ça coûtera à notre société. Et de toute façon, ça sera répercuté. Ou alors, la société n'aura plus les moyens de rien, et là, ça sera quand même une régression sociale que je pense aujourd'hui, sur ces bancs, personne ne souhaite. Mais il ne faut pas détruire le système de prévention dans l'entreprise. Je demande la parole, mes chers collègues. Dans ce cas-là, je vais mettre aux voix l'amendement de notre collègue M. Vatrin. Que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Avis contraire. L'amendement n'est pas adopté. Alors sur l'article maintenant, sur l'article 19, je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter? Dans ce cas-là, le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder
au dépouillement du scrutin. Chers collègues, voici le résultat du scrutin sur l'article 19. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 343, pour l'adoption 188, contre 155. Le Sénat a adopté l'article 19. Alors, l'article 19 bis a été supprimé. Nous en arrivons à l'article 19 quater. Alors, deux amendements en discussion commune, l'un de M. Cadic, l'autre de M. Lemoine. M. Cadic, vous avez la parole. L'élaboration de référentiels de branche ne peut se résumer au classement des salariés par métier, sauf à accepter la création de nouveaux régimes spéciaux. L'appréciation doit se faire par poste de travail type ou par groupe homogène d'exposition. Il en va de la régulation globale du dispositif, notamment nombre de bénéficiaires et financement. Et M. Jean-Baptiste Lemoine. Oui, Monsieur le Président, une défense symbolique, parce que nous avions eu le débat. Le rapport Huot-Sirugue ne faisait pas référence à la notion de métier. Cette notion a été introduite dans la rédaction de l'article et je pense que c'est de nature à stigmatiser certaines professions. On sait qu'il y a des métiers en tension. C'est le cas, par exemple, pour les ouvriers qualifiés de seconde œuvre dans le bâtiment. C'est le cas dans l'hôtellerie et la restauration. Et que, du coup, voilà, ça pourrait contribuer à rendre toujours plus difficile le recrutement dans certains métiers qui seront pointés comme étant, entre guillemets, pénibles. D'où l'idée d'en rester à la rédaction du rapport Huot-Sirugue en parlant des situations d'activité. Voilà, ça a été l'objet de cet amendement, Monsieur le Président. Alors, l'avis de la Commission, Madame le rapporteur. La Commission, malgré mon avis, a émis un avis défavorable. Je rappelle que si je partage en partie cette crainte, j'avais demandé l'homologation de ces référentiels par ministère concerné afin qu'il n'y ait pas une dérive des dépenses du fonds chargé de financer ce dispositif. Et d'une autre façon, je l'ai dit tout à l'heure dans la DG, je crois que ce débat est assez symbolique car un métier, c'est quand même que la somme de plusieurs postes de travail. Ce n'est un métier, ce n'est pas un poste de travail. Je ne suis pas persuadé que supprimer la notion de métier changera quelque chose. Et l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas redévelopper tout l'argumentaire que j'ai développé. Je remercie d'ailleurs les collègues de ne l'avoir pas fait non plus dans leur présentation. L'avis est défavorable. Nous essayons et nous simplifions une procédure qui était extrêmement complexe. Je partage une partie des remarques Monsieur Lemoine, mais ça remonte à 2003 et je ne veux pas refaire toute l'histoire. Voilà, avis défavorable. Monsieur Cadic, vous êtes convaincu par les propos du ministre, vous maintenez ou vous retirez? Vous retirez. Ah, vous maintenez, très bien. Et si j'ai bien compris, M. Lemoine, lui, aurait tendance à vouloir retirer. Alors néanmoins, nous allons mettre aux voix l'amendement de notre collègue M. Cadic. Que ceux qui veulent l'adopter veuillent bien le manifester en levant la main.
Avis contraire. Allez, l'amendement n'est pas adopté. Alors, l'article 19 quater, lui, oui, si je comprends bien, pas d'opposition. Monsieur Vatrin, explication de vote. Moi, je voterai. J'ai bien sûr voté contre cet amendement qui était une fuite en avant, mais sur l'article, je suis contre aussi, puisqu'il acte le recul du gouvernement sur le compte pénibilité. Surtout, il enlève ce qui était le plus important, qui est la traçabilité de l'exposition des salariés dans les entreprises à des facteurs d'exposition. Et moi, je le regrette fortement. Merci, M. Vatrin. Dans ce cas-là, je mets aux voix, s'il n'y a plus d'explication de vote, l'article 19 quater. Que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main, s'il vous plaît. Merci. Avis contraire. M. Vatrin. L'article 19 quater est néanmoins adopté. Alors, à l'article 19 septies, M. Cadic. Oui, donc c'est un amendement de suppression qui avait été voté la dernière fois. Donc l'entrée en vigueur échelonnée de diverses dispositions relatives à la mise en œuvre du compte pénibilité, notamment les seuils, impactent le contenu des accords de prévention qui soient négociés ou à renégocier à compter du 1er janvier 2015. Cet amendement permet une entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière de négociation des accords de prévention de la pénibilité, concomitamment à la mise en place définitive et totale des dispositions du compte de prévention de pénibilité, soit au 1er janvier 2018. Merci, M. Cadic. L'avis de la Commission, Madame le rapporteur. L'avis de la Commission était défavorable. En première lecture, je rappelle que le Sénat avait adopté cet amendement. Tout le monde reconnaît maintenant que les règles initiales étaient une certaine aberration. La fiche quand même individuelle d'exposition a été supprimée. Il serait peut-être sage d'accorder un délai supplémentaire pour être sûr que le cadre juridique n'évoluera pas. Mais donc, avis défavorable de la Commission. Et du gouvernement, Monsieur le ministre. Même position, même avis. Très bien. Je mets aux voix. Monsieur Cadic me fait signe qu'il retire son amendement. Merci, Monsieur Cadic. Alors, je mets aux voix. Et donc, l'article 19 septies A reste supprimé. L'article 19 octies est également supprimé. Alors, nous en arrivons à l'article 20. Sur l'article 20, un amendement de M. Jean Desessard. Merci, Monsieur le Président. Nous proposons par cet amendement de revenir à la rédaction introduite par le Sénat en première lecture, qui, je le rappelle, avait été validée par le comité de suivi sur l'assurance chômage des intermittents du spectacle. Malheureusement, l'Assemblée nationale a décidé de revenir dessus au prétexte que la rédaction de cet alinéa romprait un équilibre entre niveau professionnel et interprofessionnel. Je crois au contraire que l'amendement que nous proposons permettrait de lever des ambiguïtés et des incertitudes. L'amendement vise simplement à dire que la trajectoire des dépenses fixées au niveau interprofessionnel concerne l'ensemble du régime d'assurance chômage et pas les seuls annexes 8 et 10. La crainte étant qu'un cadrage budgétaire qui pourrait être arrêté aboutisse à un fonctionnement du type caisse autonome, retirant ainsi le régime d'assurance chômage de sa logique de solidarité interprofessionnelle. Ainsi, nous proposons par cet amendement de sanctuariser les règles spécifiques d'indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle et de maintenir les mécanismes de solidarité interprofessionnelle pour les bénéficiaires du régime général et les salariés intermittents. Un amendement identique de M. Vatrin. Oui, en gros, c'est la même argumentation. Nous entendons ici restaurer l'amendement adopté en première lecture au Sénat afin de nous assurer du maintien de mécanismes de solidarité interprofessionnelle entre les ressortissants du régime général et les salariés intermittents du spectacle d'autre part. L'ambition de cette loi est de pérenniser les annexes 8 et 10, autrement dit d'empêcher la suppression des règles spécifiques d'indemnisation des intermittents du spectacle. Pourtant, le cadrage budgétaire imposé par l'échelon interprofessionnel n'empêche en rien que soit imposé un fonctionnement de type caisse professionnelle.
Il suffit pour cela que le cadrage financier précise que les allocations sont du même niveau que les contributions. Cette menace d'une caisse autonome synonyme d'exclusion du régime d'assurance chômage et de sa logique de solidarité interprofessionnelle doit être écartée. Notre amendement tend ainsi à sanctuariser les droits actuels et éviter que les annexes 8 et 10 puissent être vidées de leur contenu en empêchant un fonctionnement de caisse autonome afférent aux seuls intermittents et rappelant le principe de solidarité interprofessionnelle des intermittents et des autres salariés. Voilà, c'est le sens de notre amendement. L'avis de la commission, madame le rapporteur. Sagesse. Sagesse. Et du gouvernement, monsieur le ministre. J'apprécie la sagesse de madame la rapporteure, mais et je comprends ce qu'ont dit les sénateurs des Essarts et Vatrin en la matière, mais la nouvelle méthode qu'on met en place, elle associe, je voudrais le redire ici, les professionnels du secteur, tout ça pour se nourrir de dialogue social, responsabilisation des acteurs du secteur, sécurisation des résultats de la négociation, tout en préservant le principe de la solidarité interprofessionnelle. Et donc, la solidarité interprofessionnelle, c'est dans laquelle les règles d'indemnisation s'inscriront, impliquent une responsabilité partagée. Alors, on dit c'est une négociation enchâssée. Il y a eu négociation et vous remplacez, je crois, par concertation. Je pense à l'amendement de Jean Desessarts. Donc, les principes généraux à respecter permettront de maintenir une cohérence entre les différents volets du régime, notamment pour prendre en compte les personnes qui vont basculer de l'un à l'autre, d'un régime à un autre. Et donc, ce n'est pas incompatible avec une évolution des règles spécifiques comme celle que vous indiquez. Et donc, toutes les options devront être mises sur la table. Je voudrais dire à monsieur Vatrin, cette solidarité, c'est une responsabilité partagée et restreindre la trajectoire financière au seul volet de la dépense, comme vous le suggérez, contraindrait à l'excès, je le crois, l'évolution des règles d'indemnisation des intermittents du spectacle. Et donc, la nouvelle méthode de négociation qui serait mise en place, qui va être mise en place, permettra d'associer les professionnels du secteur, de nourrir le dialogue social, de responsabiliser les acteurs du secteur. Ils y travaillent d'ailleurs aujourd'hui, en ce moment même, que ce soit les entrepreneurs de spectacles et les organisations professionnelles, pour définir la liste des métiers concernés. Et pourquoi ? Pour que, justement, ceux qui devraient profiter de l'intermittence pour éviter d'être en CDI soient bien ciblés. Ceux qui doivent être en CDI doivent être en CDI. Et ceux qui doivent profiter, entre guillemets, du régime de l'intermittence doivent pouvoir le faire en toute sécurité. Et donc, c'est cela qui est mis en place en ce moment. C'est cette négociation qui a lieu. Et nous, ce que nous voulons, c'est que le cadre interpro soit fixé, que la négociation professionnelle détermine les critères eux-mêmes dans le cadre de l'interpro définis par les organisations interprofessionnelles, et donc de maintenir cet équilibre entre les deux, tout en maintenant bien sûr les annexes 8 et 10, maintenant sécurisées dans la loi. Voilà pourquoi je suis défavorable, non pas tant forcément à l'esprit, mais à la rédaction de vos amendements. Merci, monsieur le ministre. Chers collègues, pas d'explication de vote. Je mets aux voix les amendements de nos collègues M. Desessarts et M. Vatrin, que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Avis contraire. Alors l'amendement est adopté. L'amendement est adopté. Et l'article 20, je mets aux voix l'article 20. Ben oui, bien, il y a des hésitations, mais néanmoins, il y avait le compte. Le compte est bon, monsieur Desessarts. Très bien, je mets aux voix l'article 20. Pas d'opposition, monsieur Vatrin. Alors, l'article 20 aussi est adopté. Voilà pour l'adoption hier soir en nouvelle lecture du projet de loi de dialogue social, texte largement amendé par les sénateurs qui ont supprimé deux mesures essentielles. Tout d'abord la mise en place des commissions paritaires régionales interprofessionnelles et également la suppression de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Mais cela est un baroud d'honneur pour le Sénat puisque l'Assemblée nationale, lors de l'ultime lecture, aura le dernier mot et rétablira le texte dans la version du gouvernement. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.